Voilà, Sylvain, c'est à toi. Super, merci. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Très bien. Parfait. Écoutez, je voulais commencer par remercier les organisateurs de nous avoir proposé d'effectuer cette présentation. Donc, effectivement, je m'appelle Sylvain Sechetto, je suis ingénieur dans l'entreprise Cyberdetect depuis un peu plus d'un an maintenant. Je suis également accompagné d'Alice Mineto, qui est connectée normalement et qui s'occupe de toute la partie marketing et communication chez Cyberdetect. Donc, comme ça a été dit, effectivement, Cyberdetect, c'est une entreprise nancéenne qui est issue du monde de la recherche. Vous allez, je pense, que vous allez comprendre pourquoi. Et aujourd'hui, moi, je vais tenter de vous présenter la technologie qu'on utilise dans nos produits, qui est une technologie qui a été baptisée analyse morphologique et qui est intégrée donc dans notre moteur Gorille, qui permet de faire de la détection et de la caractérisation de malware, donc de logiciels malveillants. Donc, je commencerai donc par vous présenter la techno d'analyse morpho, d'où elle vient, qui l'a pensée et l'a créée, comment nous l'avons intégrée dans le moteur de Gorille. Après, je m'attarderai sur une des problématiques que nous avons, qui est la détection et la gestion des fichiers qui sont paquets. Et enfin, je terminerai rapidement sur une petite introduction des différents produits que nous avons et qui exploitent donc ce moteur d'analyse morphologique qui est Gorille. Donc, je voulais commencer par vous parler revenir sur un petit historique du monde des virus et des antivirus, même si je pense que je ne vais pas apprendre grand-chose aux personnes qui sont ici aujourd'hui. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que cette histoire de virus, et donc forcément d'industrie d'antivirus, c'est quelque chose qui est assez récent, hein, qui a des années 90, où on a vu toutes les sociétés qu'on connaît bien maintenant se créer pour éditer des logiciels antivirus. Ce qui est surtout amusant de regarder, c'est le nombre de malwares uniques que recense le site web AV-Test. Donc, on voit qu'à la fin des années 90, on était, si je puis dire, seulement à environ 100 000 malwares uniques recensés par cette association, on va dire. Et on voit que ce nombre de nouveaux malwares a complètement explosé ces dernières années. Donc, le dernier chiffre que j'ai mis, c'est les chiffres de l'année 2007, où AV-Test recense plus de 5 millions de nouveaux malwares juste pour cette année. Donc, si on s'attarde un petit peu sur le fonctionnement de ces antivirus quand ils ont été créés, à l'origine, il y avait, pour ainsi dire, une seule méthode de détection des malwares, qui est une méthode de détection qu'on appelle par signature. Donc, cette méthode de détection, elle est encore utilisée aujourd'hui par la plupart des éditeurs. Et son fonctionnement, on va dire, il est relativement simple, parce qu'il suffit à ces logiciels antivirus qui utilisent cette méthode de détection de parcourir les octets d'un fichier qui est soumis au moteur et de vérifier si dans ce fichier, il y a une suite continue d'octets qui correspond à quelque chose que les éditeurs auraient considéré comme malveillant. Donc, c'est cette fameuse signature que les éditeurs extraient, on va dire, dégagent des malwares qu'ils recensent. Donc, simplement, si le moteur détecte une ou plusieurs de ces signatures, il va considérer le fichier comme malveillant. Donc, cette méthode de détection, elle a plusieurs avantages. Déjà, elle est assez simple à mettre en œuvre. Finalement, les éditeurs, ils n'ont qu'une chose à faire, c'est faire la chasse aux nouveaux malwares qui arrivent sur le marché, arriver à en dégager des signatures, donc des suites d'octets qui sont assez caractéristiques et qu'on retrouve, pour ainsi dire, que dans ces malwares ou dans ces mêmes familles de malwares, et les ajouter à leur base virale et faire en sorte que tous les clients qu'ils ont et qui utilisent ces agents reçoivent cette mise à jour pour être protégés des nouvelles menaces qui arrivent. L'autre avantage de cette méthode de détection, c'est qu'elle est uniquement basée sur de l'analyse statique, donc c'est relativement rapide. Le problème qu'on a depuis ces dernières années, ils sont multiples. Déjà, comme on l'a vu, il y a de plus en plus de nouveaux malwares qui arrivent tous les jours sur le marché, donc ça demande un boulot énorme aux éditeurs, à la fois pour faire la chasse à ces nouveaux malwares, pour les récupérer, mais aussi pour faire la génération, entre guillemets, de ces nouvelles signatures et mettre à jour leur base. L'autre problème qu'on a, c'est que la plupart des malwares maintenant sont protégés et on en a de différents types, notamment ce qu'on pourrait appeler les malwares poliformes ou encore les malwares paquets. Et ces malwares, ils ont le mauvais goût d'être capables, quand ils vont se répliquer, de modifier en quelque sorte la structure de leur code, la structure de leur fichier, sans pour autant changer leur comportement. Le problème, c'est qu'en se modifiant, en réagençant leur code, par exemple, les suites d'octets vont forcément changer et ça va potentiellement casser les signatures qu'auront dégagées les éditeurs de malware. Et donc, le malware ne serait plus détecté avec les signatures originales. Un exemple qui est assez sympa à regarder, c'est le cas du malware Emotet, qui est revenu sous un nouveau variant
fin 2020. Et ce malware, donc, il y a eu l'ANSSI qui a émis un bulletin d'alerte donc, le 7 septembre 2020 pour dire attention, voilà, il y a un nouveau variant d'Emotep qui est arrivé sur le marché, il fait ceci, il fait cela, faites gaffe. Et ce qui était amusant, c'était de remarquer que ce variant, à l'époque, si on le déposait sur la plateforme VirusTotal, donc qui est en quelque sorte un agrégateur plein dans son antivirus, et ben, à l'époque, aucun antivirus de la plateforme n'était capable de dire que cette souche était une souche malveillante. Et finalement, il a fallu attendre plusieurs jours, plusieurs semaines et plusieurs mois pour que la quasi-totalité des sondes de VirusTotal soient capables de le détecter comme malveillant. Donc, on voit bien ici la latence qu'il y a chez les éditeurs à mettre à jour leur base et à récupérer les nouveaux samples. Donc, autant dire que si votre système d'information a été atteint par cette souche entre septembre et octobre 2020, il y a de fortes chances pour que le malware soit passé entre les mailles du filet et qu'il ait infecté vos systèmes. Donc, ces problématiques de détection de malware, il y a une équipe de recherche qui travaille dessus depuis pas mal d'années maintenant, au sein du laboratoire lorrain de recherche en informatique à Nancy, donc le laboratoire Lauria. Et cette équipe, elle est composée de plusieurs enseignants-chercheurs, donc je pourrais citer Guillaume Bonfante, Jean-Yves Marion, ou encore Fabrice Sabatier, donc qui sont des personnes qui travaillent sur ces problématiques de détection et d'analyse de ces logiciels malveillants. Et ces personnes-là ont eu pour ambition d'essayer de conserver ce concept de signature, qui, après tout, est un concept assez intéressant, mais en essayant de corriger les principaux défauts que je viens d'évoquer. Donc, au fur et à mesure des papiers qu'ils ont publiés et des recherches qu'ils ont effectuées, ils ont développé, à l'état de prototype, on va dire, une nouvelle méthode d'analyse qu'ils ont baptisée analyse morphologique. Et l'idée, c'était de dire, bon, bah, finalement, l'idée des signatures qui se basent sur des suites d'octets, c'est quelque chose qui est peut-être un peu trop strict, un peu trop rigide. Donc, on va essayer de partir sur quelque chose de plus souple. Et à la place de détecter des suites d'octets dans les fichiers exécutables, on va plutôt essayer de dégager des comportements, pour ainsi dire, qui sont embarqués dans les fichiers exécutables et de faire en quelque sorte une base de comportements qu'on considère comme malveillants, ce qui va nous permettre, une fois qu'on extrait les comportements d'un sample, d'un échantillon, de le comparer à ce qu'on a dans notre base de comportements et de dire, ben voilà, j'ai reconnu 1, 2, 3 comportements que je considère comme malveillants, donc je vais considérer que ce fichier est malveillant. L'objectif principal de leur recherche, c'était de dire, ben voilà, on aimerait bien être capable de faire la chose suivante, c'est-à-dire qu'il y a un malware qui arrive sur le marché, qu'on pourrait considérer en version 1. Ce malware, on va en extraire les comportements, on va les mettre dans notre base de comportements malveillants, donc dans notre base qu'on pourrait considérer comme une base noire. Et on va espérer la chose suivante, c'est que si demain, il y a une version 2 de ce même malware, donc on pourrait considérer comme un variant, on espère que cette version 2 recycle suffisamment de fonctionnalités de sa version 1 pour être capable de le détecter avec notre base malveillante sans pour autant l'avoir ajouté dans cette base. Donc être capable de détecter les V1, V2, V3 d'un même malware en ayant simplement en quelque sorte appris dans notre base la version 1. Et ce qui découle comme conséquence de cet objectif, c'est de dire, ben voilà, a priori, si on est capable de détecter des variants, peut-être qu'on a besoin de moins mettre à jour fréquemment notre base de données, comme c'était le cas avec des bases de signatures que je pourrais appeler classiques. Donc, suite à leur recherche, c'est là où l'histoire de Cyberdetect arrive un petit peu. Suite à leur recherche, ils ont monté une entreprise qu'ils ont baptisée Cyberdetect, et Cyberdetect a la licence exclusive d'utilisation de cette technologie, a industrialisé cette méthode de détection, et maintenant, on commercialise cette méthode de détection sous l'appellation Gorille. Donc, maintenant que j'ai un petit peu expliqué l'histoire de l'analyse morphologique, je vais plutôt passer à la partie un peu plus technique de comment ça marche réellement tout ça. Alors, la première étape chez Cyberdetect, ça va être la construction de ces fameuses bases, cette fameuse base noire qui contient les comportements. Donc, pour ça, chez Cyberdetect, nous avons une belle collection de malware qu'on récupère de diverses sources, que ce soit du VirusTotal, du Malware Bazar, du VX Underground, des comptes Twitter qu'on suit un peu à droite à gauche de personnes qu'on sait actives sur le sujet. On va recouper plusieurs informations pour être sûr que dans notre collection, on a bien que, entre guillemets, des vrais malwares et pas des faux positifs qui traîneraient là-dedans. Et finalement, une fois on entretient cette collection, on va dire, et pour chaque malware de cette collection, on va les désassembler. Donc, de notre côté, on a développé notre propre moteur de désassemblage en suivant l'algorithme récursif. Donc, on s'appuie sur le moteur Capstone, je pense que vous connaissez.
Et donc, on va suivre un algorithme de désassemblage récursif classique. On a quelques heuristiques supplémentaires pour essayer de trouver du code inatteignable, comme la recherche de prologue de fonctions ou ce genre de choses. Et une fois qu'on a récupéré l'ensemble des instructions assembleurs de notre programme, de notre malware, on va construire ce qu'on appelle le graphe de flot de contrôle, qui est le graphe orienté dans lequel les nœuds sont les instructions assembleurs qu'on a récupérées lors du désassemblage, et les arcs sont les différents chemins d'exécution qu'il peut y avoir entre les instructions si on exécutait réellement ce malware sur un PC. Une fois qu'on a notre graphe de flot de contrôle, c'est là où on va faire, si je puis dire, un petit peu notre tambouille. On va transformer ce graphe, on va d'abord le réduire, on va regrouper des nœuds ensemble, on va faire des petites opérations comme ça, mais surtout, on va le découper. On va le découper d'une façon bien précise en tout un tas de sous-graphes. Donc, chez nous, en interne, ces sous-graphes, on les appelle les sites. Et ces sites, c'est ce que j'ai appelé vulgairement tout à l'heure les fameux comportements. Donc, même si ce n'est pas des comportements en tant que tels, mais nous, on les considère comme ça. Et une fois qu'on a récupéré tous ces sites, on va tout simplement les ajouter dans notre base noire, notre base de comportements malveillants. Donc, une fois qu'on a fait ça, en fait, on se rend compte qu'on a un petit problème. Et le problème, c'est que les malwares, finalement, c'est des programmes comme les autres, et tout le code exécutable qu'ils contiennent, ce n'est pas forcément que du code malveillant. Tout simplement parce que des malwares embarquent des fonctions de librairie statique. Par exemple, ils peuvent embarquer des fonctions de la lib OpenSSL. Et nous, on n'a pas envie de considérer les sites qui appartiennent aux fonctions de la lib OpenSSL, par exemple, comme des sites considérés comme malveillants. Donc, pour pallier ce problème-là, on va effectuer exactement la même chose, mais cette fois avec une collection de fichiers qu'on considère comme bénins. Donc, c'est des fichiers qu'on récupère via Windows Update, des fichiers qu'on récupère sur les distris Windows, des fichiers de software bien connus et utilisés régulièrement, du pack Office, du Teams, du Zoom, tout ce qu'on veut et qu'on installe tous les jours sur nos PC. Donc, tous ces fichiers bienveillants, finalement, on va appliquer exactement la même méthode. On va les désassembler, on va les découper, on va récupérer les sites. Et ces sites, on va les mettre dans notre base, ce qu'on appelle la base blanche, qui contient que les sites bienveillants. Donc, finalement, à ce stade, on a deux bases. Et le point important à noter, c'est qu'on peut avoir des sites qui appartiennent à la fois à une base et à l'autre. Donc, les fameux sites des librairies qu'on pourrait retrouver à la fois dans un malware et à la fois dans un logiciel bénin. Une fois qu'on a construit nos bases, finalement, on a tout ce qu'il faut pour passer à l'étape de détection et voir comment fonctionne le moteur quand on lui soumet un échantillon. C'est ce que je vais vous montrer ici. Et en fait, c'est relativement simple. Quand l'utilisateur va soumettre un nouveau fichier au moteur Gorille, en fait, il va se passer exactement la même chose que ce qui se passe lors de la phase d'apprentissage, donc la phase où on va générer nos bases. C'est-à-dire qu'on va désassembler, on va construire le CFG du binaire qui est soumis. On va le découper en sous-sites, enfin en sous-graphes et en sites. Et c'est là où ça commence à être différent de la phase de construction des bases. Finalement, on va faire en quelque sorte une étape de matching. Pour tous les sites qu'on aura retrouvés dans le fichier qui a été soumis, on va les comparer aux sites qu'on a dans nos deux bases, la base blanche et la base noire. Et une fois qu'on a fait cette comparaison, on va être capable de venir colorer, de venir taguer les différents nœuds de notre CFG. Donc, on le voit ici, on a des nœuds en rouge qui correspondent aux nœuds de graphes qui appartiennent à la base noire et les nœuds en bleu qui correspondent aux nœuds de la base blanche. Ce qu'il faut noter ici, c'est que la base blanche, en fait, est utilisée un petit peu comme un filtre, où elle va venir recolorer des nœuds qui ont été précédemment colorés en rouge, en bleu, de façon à éliminer en quelque sorte tous les sites qui étaient à la fois dans la base noire et à la fois dans la base blanche. Donc, à cette étape-là, une fois qu'on a fini la coloration de notre graphe, on va être capable, nous, d'annoncer un résultat à l'utilisateur en lui disant, voilà, dans le programme que vous avez soumis, il y a au moins un site qui a matché en quelque sorte avec notre base noire. Donc, a priori, le fichier que vous avez soumis, nous, on va le considérer comme malveillant. Donc, bien sûr, on a tout un mécanisme de scoring, si je puis dire, où en fonction du nombre de sites qu'on a matchés, en fonction du nombre de sites qu'il y a dans le sample, il y a toute une histoire de pondération où on va attribuer un score et une certaine confiance par rapport aux résultats qu'on va annoncer. La deuxième chose intéressante, c'est qu'à partir de là, on va être capable de faire ce qu'on appelle de la caractérisation. C'est-à-dire qu'on va être capable de revenir en arrière dans le sens où on va pouvoir dire la chose suivante. Voilà, dans le malware que vous avez soumis, il y a 90% des sites qui correspondent dans notre base noire à des sites qui appartenaient au malware machin, au malware Tartampion, etc.
Donc, on va pouvoir dire, a priori, le fichier que vous avez soumis, vu qu'il partage beaucoup de sites avec tel ou tel malware, c'est peut-être un variant de ce malware, ou alors comme il partage 100% des sites, c'est exactement ce malware, etc., etc. Et on est même capable de dire, a priori, ce sample partage des fonctionnalités, des sites de différents malwares, donc on peut faire la supposition qu'il y a des fonctionnalités qui sont partagées en quelque sorte entre les différents malwares. Donc voilà en fait comment fonctionne l'étape d'analyse d'un fichier par le moteur Gorille. Bon, par contre, là, on arrive un petit peu au problème qu'on rencontre, parce que jusque-là, je vous ai montré l'analyse morphologique quand on était dans le cadre d'une analyse 100% statique. Hein, je ne l'ai pas précisé, mais dans ce que je vous ai montré précédemment, à aucun moment le malware n'est exécuté en sandbox. Tout se passe de façon statique, donc relativement rapidement. Le problème, et je pense que tout le monde le sait ici, c'est que maintenant, les malwares sont bien protégés contre tout ce qui est anti-analyse, anti-désassemblage, etc., etc. Donc pour ça, ils utilisent diverses techniques, comme de l'obfuscation. Je pourrais citer du post-stack tampering, du prédicat opaque, donc tout un tas de techniques qui vont à la fois empêcher de faire un bon désassemblage, ou au contraire, ils vont faire exprès d'ajouter du junk code dans les binaires, notamment en dessous des branches de prédicat opaque, par exemple, et pour ajouter tout un tas d'instructions assembleurs qui ne seront en réalité jamais exécutées dans la vie réelle. Donc ça, c'est un premier problème qui nous empêche de construire des CFG corrects, on va dire, corrects et complets. Et le deuxième problème qui est pour nous encore plus problématique, c'est tous les malwares qui sont packés, donc qui contiennent du code automodifiant. L'idée des fichiers, des malwares qui sont packés, en fait, il faut les voir un petit peu comme des poupées russes, où quand vous allez les exécuter, quand ils vont s'exécuter en réalité, hein, quand vous allez les exécuter, ils ne vont pas directement exécuter leur charge utile, leur payload. Ce qu'ils vont faire, c'est successivement effectuer des couches, des étapes de déchiffrage, en fait. Ils contiennent de la data qui est chiffrée, qui est embarquée dans le binaire, qui est, quand on la regarde comme ça statiquement, est complètement incompréhensible. Mais eux, quand ils vont s'exécuter, ils vont dépacker, ils vont déchiffrer toute cette data et la placer en RAM. Une fois qu'ils auront fini de déchiffrer toute leur data, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller exécuter le code qu'ils viennent de placer en RAM, en mémoire. Et là, on peut voir différentes couches. Hein. Ils vont pouvoir refaire cette étape plusieurs fois et jusqu'à arriver au code final, au code du payload. Donc cette notion de différentes couches de déchiffrement, au Lauria, donc l'équipe de Jean-Yves Marion, ils appellent ça le concept de vague. C'est-à-dire qu'on va regarder le binaire s'exécuter et on va le regarder écrire en RAM. Et en fait, en mémoire, à chaque case mémoire qui va être écrite, on va la taguer comme ayant été précédemment écrite. Et dès qu'on va voir le programme exécuter une case mémoire qui a été précédemment écrite, on va considérer qu'on passe dans une seconde vague, et ainsi de suite. Donc, le problème de ces fichiers automodifiants et de ces fichiers paquets, c'est que nous, si on les désassemble de façon statique, finalement, on va désassembler la première vague. Et la première vague, c'est quoi? C'est simplement de la data qui est incompréhensible et une boucle while. Pas du tout intéressant pour notre analyse morphologique. Donc nous, finalement, chez Cybertech, on a deux objectifs quand on est face à ces fichiers-là. Ça va être déjà d'être capable de dire s'ils sont protégés ou non, s'ils sont packés ou non. Et une fois qu'on sait s'ils sont protégés, on va essayer de faire ce fameux depacking, donc de retrouver, généralement c'est la dernière vague, mais ce n'est pas toujours vrai, de retrouver la vague qui contient le payload, donc vraiment la charge utile et ce qui nous intéresse, nous, a posteriori, pour faire l'étape d'analyse morphologique. Donc, pour la première étape, on a finalement l'étape de détecter si les fichiers sont paquets. Nous, on utilise actuellement deux solutions. La première solution, c'est d'utiliser un outil open source qui s'appelle DetectItEasy et qui est simplement basé sur des règles Yara et qui va être capable de nous dire « Ah bah oui, le fichier, là, j'ai reconnu qu'il était paqué avec UPX, j'ai reconnu qu'il était paqué avec TELOC, etc. etc. » Ça marche relativement bien quand on est face à des fichiers qui ont été paqués avec des outils qu'on trouve sur Internet ou des outils commerciaux qui sont en vente. Le problème, c'est on a pu remarquer que beaucoup de malware étaient paqués avec des versions qu'on considère, nous, comme des versions modifiées des packers. Et le problème de ces versions modifiées, c'est qu'elles cassent les règles de Yara qu'utilise DetectItEasy. Donc, pour ces fichiers-là, nous, notre idée, ça a été la suivante, c'est de dire, ben voilà, on a notre boîte à outils qui est l'analyse morphologique et qui est capable de reconnaître des sites. Pourquoi ne pas détourner son utilisation, mais cette fois
pas pour détecter des sites malveillants, mais pour détecter des sites qui, pour nous, correspondent à des sites de fichiers paquets. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré tout un tas d'outils de packing. On a packé un même fichier avec tous ces outils-là, et on s'est servi de ces fichiers paquets pour générer une nouvelle base, les fameuses bases de sites, et on utilise cette base donc, pour détecter si un fichier est paqué ou non. Donc voilà nos deux solutions finalement, la solution règle Yara et la solution analyse morphologique pour détecter les fichiers paquets. Donc une fois qu'on a détecté qu'un fichier était paqué, finalement, deux solutions s'offrent à nous. Soit on a de la chance et c'est paqué avec quelque chose de relativement classique ou de quelque chose d'open source comme du UPX, et là on va être capable d'utiliser des outils qu'on trouve sur Internet pour faire du depacking statique. Donc une fois qu'on aura dépacké le fichier et qu'on en récupère un ou plusieurs, ces fichiers, on va les repasser dans l'analyse morphologique de Gory. Mais le cas problématique, c'est quand on est face à des fichiers paquets avec des outils un peu plus conséquents et qu'on n'est pas capable de faire du depacking statique. À ce moment-là, on va avoir recours à de l'analyse dynamique, de l'exécution en sandbox. Donc pour ça, nous, on a développé un outil d'instrumentation qui est basé sur l'outil Dynamorio, qui va être capable en quelque sorte de monitorer l'exécution du fichier sur une sandbox, sur une VM. Et l'objectif de cette exécution, ça va être de récupérer ce qu'on appelle la trace d'exécution, c'est-à-dire que le binaire, à chaque fois qu'il va exécuter une instruction avec le CPU, on va l'enregistrer dans un log, en fait, tout simplement. Alors, le problème, c'est que les malwares sont bien protégés contre, se protègent de ces techniques d'analyse en sandbox. Ils ont tout un tas de techniques d'anti-analyse. Ils regardent la résolution de l'écran, ils regardent la taille du disque, ils regardent le hostname, enfin, et j'en passe. Donc, le problème, c'est un petit peu la course aux techniques d'anti-analyse. Et nous, on rajoute tout un tas de hooks dans notre outil d'instrumentation, finalement pour intercepter les appels système ou pour intercepter des exécutions en général de code et lui faire croire que bah non, t'inquiète pas, tu es bien sur un PC réel, t'inquiète pas, le disque est assez gros, c'est pas une petite VM qui tombe dans un coin. L'objectif, c'est vraiment que le binaire s'exécute le plus longtemps possible et qu'il ne s'arrête pas prématurément parce qu'il aurait l'impression qu'il soit analysé. Donc finalement, une fois qu'on a exécuté ce binaire en sandbox et qu'on a récupéré la trace d'exécution, l'objectif, on n'en a qu'un seul finalement, ça va être d'utiliser cette trace d'exécution pour aider notre désassemblage qu'on fait de façon statique. Donc finalement, on vient juste placer cette analyse en sandbox en amont du process que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est le process d'analyse morphologique. Donc après coup, et ça c'est des travaux qui sont encore en cours, on s'est dit, bah, quitte à exécuter le fichier en sandbox et utiliser la trace d'exécution pour améliorer le désassemblage et la construction du CFG, bah, pourquoi pas exploiter cette exécution? De toute façon, on l'a fait, donc le temps, si je puis dire, il est perdu, donc autant en profiter. Donc ce qu'on commence à faire, c'est également récupérer les dumps des différentes vagues, les fameuses vagues que je vous ai présentées tout à l'heure d'automodification. Et chaque fois qu'on va repérer l'exécution d'une nouvelle vague, on va mettre en pause en quelque sorte l'exécution du binaire, on va dumper la RAM, ou du moins les sections, les ranges d'adresses qui correspondent à l'exécution du fichier en question, et on va venir reconstruire des fichiers PE entre guillemets fake qui vont être exploitables par les analystes. Ils vont pouvoir les ouvrir avec un désassembleur comme AIDA, comme si c'était des vrais PE. Donc ça, on le fait pour chaque vague et on va mettre à disposition chacune des vagues à l'analyste. Comme ça, il va pouvoir vraiment faire un désassemblage couche par couche et voir des instructions, par exemple dans la dernière vague, qu'il n'aurait pas pu voir dans la première vague. On va en profiter également pour faire des screenshots de l'exécution. Ça, c'est intéressant pour l'analyse de voir, par exemple, que son disque est en train d'être chiffré parce qu'il y a une extension qui est en train d'apparaître sur tous les fichiers qu'il a sur son bureau. On monitore tout ce qui est opération sur le disque, les fichiers créés, exécutés, supprimés, s'il y a des clés de registre qui ont été ajoutées à Windows, etc. Ou encore l'activité réseau. Est-ce que le sample, il a tenté d'accéder à telle IP ou à telle URL? Tout ça, c'est des informations, entre guillemets, qui ne mangent pas de pain, qu'on peut récupérer et qu'on peut fournir à l'utilisateur. Et ça peut être toujours intéressant d'avoir ça. Donc voilà, finalement, comment on procède quand on est face à des fichiers paquets. On les exécute et on se retrouve dans la même configuration qu'une analyse statique classique. Donc, je reviens maintenant aux différents produits sur lesquels s'appuie ce moteur, parce que finalement, le moteur est le même pour tous nos produits. Le premier produit, qui est un petit peu le produit historique, qui s'appelle Gory Expert, qui est un outil entièrement en ligne de commande, donc qui va permettre, évidemment, comme il s'appuie sur le moteur Gory, de faire de l'analyse statique ou dynamique. Mais cet outil, finalement,
il est entièrement paramétrable par l'utilisateur. Il va pouvoir lui-même créer ses propres bases de données, des bases de logiciels malveillants, de packers ou de ce qu'il veut. Et il va pouvoir, comme ça, une fois qu'il a créé les bases, utiliser ces bases pour faire de la détection. Par exemple, on a des clients qui ont des sources, qui ont des samples qu'ils ne souhaitent pas partager et que nous, on n'a pas forcément. Donc, finalement, c'est bien pratique pour eux de pouvoir générer leur propre base avec leur propre collection de malware. Donc, l'avantage de cet outil aussi, c'est qu'il est interfaçable avec IDA. Donc, ça va permettre de venir colorer dans le CFG de IDA les instructions qu'on considère comme malveillantes, par exemple, ou venir faire des sauts d'adresse entre Gorille et AIDA, tout un tas de fonctionnalités comme ça. L'outil, le produit qu'on met peut-être un peu plus en avant et qui est un peu plus, si je puis dire, grand public, c'est un outil qu'on a nommé Gorille Cloud. Peut-être que le mot cloud est utilisé à tort parce que finalement, c'est un outil qui peut être effectivement déployé sur un serveur chez OVH ou chez je ne sais qui, mais également qu'on déploie, même dans la majorité des cas, c'est comme ça, un outil qu'on déploie on-premise sur des serveurs qu'on pose sur le bureau directement. Donc cet outil, c'est quoi finalement? On prend le moteur Gorille et par-dessus, on vient rajouter une couche d'API REST et une couche d'application web, un petit peu à la Virus Total. En fait, l'idée, c'est de pouvoir dropper un fichier et de soumettre au moteur et d'avoir sur l'interface graphique les résultats. L'avantage de cet outil, c'est qu'on a rajouté toute la couche gestion utilisateur, mais également on propose à nos clients de générer nous-mêmes nos bases de malware. Et en fait, finalement, le client, c'est plug and play pour lui. On peut presque lui créer un utilisateur, il se connecte, il dépose ses fichiers et il a les résultats. Donc, on voit ici quelques screenshots de ce produit. Donc là encore, un screenshot de ce qu'on peut retrouver sur ce produit, avec notamment les résultats de l'analyse statique d'un fichier. Donc, vous retrouvez à gauche ici, on va dire, ce que nous, on appelle vulgairement la cartographie de l'analyse morphologique du fichier que vous avez soumis, avec, pour chacun des nœuds qu'on a retrouvés dans le CFG, comment ils ont été tagués à la suite de l'analyse morphologique. Est-ce que c'est des nœuds qu'on a vus qui appartiennent à des sites blancs? Est-ce que c'est des nœuds qui appartiennent à des sites noirs, comme on le voit ici? On a également une notion de nœuds qu'on appelle des nœuds spécifiques, qui sont des nœuds qui appartiennent à des sites qu'on n'a trouvés ni dans la base blanche, ni dans la base noire. Et enfin, les nœuds qu'on appelle les too small nodes, qui en fait sont des nœuds de fin de CFG, des feuilles, qui n'appartiennent à aucun site, donc on n'a pas considéré pour l'analyse. Donc voilà pour la cartographie du binaire. Et on a sur la droite ici, finalement, les résultats de l'étape de matching avec notre base noire. Finalement, chaque ligne correspond à un malware qui partage au moins un site avec le fichier que vous avez soumis. Donc, le fichier que vous avez soumis ici, on a construit 44 sites suite à son désassemblage et à la construction de son CFG. Et on voit que le malware qui partage le plus de sites avec lui ici, on a 18 en commun. Et donc, c'est un malware pour lequel on n'a pas de nom. Donc, c'est un malware qu'on a récupéré quelque part, mais qui n'était pas nommé par la source. Donc, on ne sait pas a priori quel malware c'est. Et on a, pour chacun des malwares, voilà, le nombre de sites qu'il partage. On a également la possibilité d'avoir encore plus de détails en venant sélectionner un malware, par exemple, qui matcherait avec ce fichier. Donc, par exemple, le malware qu'on a nommé ZBot ici. Si on clique dessus, on retrouve des informations supplémentaires, notamment le nombre de sites qu'il partage et également la répartition des sites de chacun des fichiers. À la fois le fichier que vous avez soumis ici, donc ça c'est le fichier que vous avez soumis qui contient, comme je le disais, 44 sites, et le fichier qui est dans notre base noire, donc le malware, qui à l'origine contenait 131 sites. Et on voit ici que le fichier que vous avez soumis partage bien 14 sites avec le fichier ZBot qui est dans notre base noire. Mais on remarque la chose suivante, c'est que le fichier ZBot qui est dans notre base noire, lui, était beaucoup plus gros. Donc, en fait, l'utilisateur va pouvoir finalement se dire la chose suivante, peut-être que le fichier que j'ai soumis, il utilise simplement une faible proportion des fonctions qui étaient proposées par ZBot. Donc, peut-être que c'est un variant, peut-être qu'il a simplement recyclé des fonctions. Voilà, le genre de choses qu'on peut finalement interpréter et qu'on laisse libre cours à l'utilisateur d'interpréter. Là où aussi c'est flagrant, c'est quand on va voir les deux demi-camemberts qui sont complètement remplis en rouge foncé, là en bordeaux. Ça voudrait dire a priori que le fichier que vous avez soumis, il a le même nombre de sites que le fichier qui est dans la base noire, et en plus tous les sites matchent. Donc a priori, c'est le malware original que nous, on a chez nous, que vous avez soumis. On propose également de remonter à l'utilisateur des métadonnées, donc tout un tas de métadonnées suite à l'analyse morphologique.
Une fois qu'on a analysé le fichier et qu'on a été capable de lui donner un nom, parce que on considère que 3/4 de ces sites correspondent à un site ici d'un malware qui s'appelle Hermetic Wiper, on va lui afficher les informations du site MitraTac, qui est un peu le Wikipédia des malwares, avec la description du malware et les différentes techniques qu'il utilise. Parce qu'on s'est rendu compte que nos clients étaient bien contents de savoir, voilà, le fichier que vous avez soumis, c'est un Ryuk. Oui, super, c'est un Ryuk, mais est-ce que je dois m'inquiéter? Qu'est-ce que ça fait Ryuk? Qu'est-ce que je dois dire à mon supérieur? Donc finalement, l'idée, c'est un petit peu de lui mâcher le travail et de lui apporter le maximum d'informations sur le malware que nous, on a détecté. Donc on va être capable de remonter des informations du site Malpedia qu'on aura également intégré dans nos bases, et puis des informations que tous les autres comme VirusTotal font. Hein. Est-ce que le fichier est signé par Microsoft, enfin, à une signature Microsoft? Est-ce qu'elle est périmée? Est-ce qu'il y a des URL en clair dans le fichier? Est-ce qu'il y a des strings en clair? La liste des sections, table d'import, table d'export, donc tout ça, des informations qui sont facilement récupérables et qui ne mangent pas de pain à donner, quoi. Et enfin, on va proposer également d'afficher à l'utilisateur le graphe de flot de contrôle une fois qu'il a été coloré du fichier qu'il a soumis. Et pour lui, la possibilité de cliquer sur les différents nœuds, ce qui va lui permettre donc là c'est un petit peu coupé, hein, mais de retrouver finalement les adresses et les instructions assembleurs que nous, on considère comme malveillantes. Ça va lui permettre de lui mâcher un petit peu le travail. S'il fait de l'analyse et du reverse, il va ouvrir IDA, il va être capable de dire, voilà, peut-être que le code qui commence à partir de cette adresse, je vais commencer par là, parce qu'a priori, Cyberdetect, ils me disent que c'est là qu'il y a du code malveillant, donc bon, allez, je vais voir par là. Donc voilà, et là, je ne vais pas revenir dessus, mais je résume un petit peu tout ce qui est intégré dans Gory Cloud. Et enfin, le dernier produit, qui est un produit né d'un besoin client, en fait, qui est un outil dérivé qui est un produit dérivé de Gory Cloud. Finalement, l'idée, c'est de se dire, voilà, on a une interface, une appli web et une API pour soumettre des fichiers, mais on aimerait bien avoir un agent qui va être capable de lui-même automatiquement soumettre ses fichiers au moteur Gory. Donc, c'est exactement l'objectif de Gory Patrouille, c'est de rajouter un agent à Gory Cloud, un agent qu'on va installer sur les postes, par exemple, d'un parc de machines. Et c'est un agent, on va dire, relativement bête. L'idée, le scénario type, c'est, voilà, j'ai un parc de 30, 50, 200 machines. J'ai la suspicion qu'il y a eu une attaque dessus, qu'il y a peut-être une menace dormante qui a été placée sur le disque. J'aimerais bien passer au peigne fin toutes les machines de Spark pour savoir s'il y a des malwares qui sont présents sur le disque de ces machines. Donc, on va installer l'agent sur les machines, l'agent Gory Patrouille, et il va passer au peigne fin tous les fichiers binaires qu'il voit sur le disque dur, et il va simplement les soumettre au moteur qui va être sur un serveur distant, soit on-premise, soit via Internet. Et on va être capable, une fois cette étape d'analyse effectuée, de générer des rapports sur la liste des machines qu'on a pu analyser. Est-ce qu'elles sont affectées? Si elles sont affectées, par quel malware? Où est-ce que se trouve le malware sur le disque dur, etc. etc. Donc voilà pour les 3 produits. Donc, je crois qu'il me reste un peu de temps. Je peux peut-être vous proposer une petite démo du produit Gory Cloud. Oui, oui. Hop. Donc voilà, hein, comme je le disais, hein, vraiment à la VirusTotal, du drag and drop, et puis la possibilité de déposer des fichiers. Donc, hop, je vais en déposer un. Donc, vous pouvez en déposer plusieurs, hein, bien sûr. Et je vais le soumettre. Voilà, donc déjà, la première chose que Gory Cloud va faire, c'est qu'il va vous afficher un petit résumé de ce qu'il a trouvé avec la catégorie dans laquelle il rentre le fichier, donc de harmless à malicious, sachant que je ne l'ai pas précisé, mais on a également tout un système de whitelist qui va intégrer des hashes, donc MD5 et SHA-256, des listes comme NSRL, des listes comme tous les fichiers binaires qu'on a dans une distribution Windows, tout un tas de fichiers qu'on considère comme bienveillants. L'idée derrière ça, c'est finalement de faire gagner du temps à l'utilisateur et d'éviter de lancer le moteur Gory pour rien en quelque sorte. Et finalement, si le hash on considère comme bienveillant, on dit simplement harmless. Et puis c'est tout. Donc après, si on clique sur le résultat, alors je vais essayer de décaler ça. Voilà. On a un petit résumé de ce qui s'est passé. Pareil, je ne l'ai pas précisé non plus, mais on est en train de faire une refonte complète de l'appli web. C'est un petit peu la vieille version, pas trop sexy, mais bon, elle va faire l'affaire pour aujourd'hui. Donc on nous dit que le fichier a été considéré comme extractible. Donc ça, c'est dû au résultat de Detect It Easy. Donc Gory, il a extrait et il a analysé individuellement l'ensemble des fichiers qui ont été extraits. Et finalement, le résultat qu'on vous propose ici, c'est le résultat qui est issu de l'analyse des fichiers extraits.
finalement, voilà, on retrouve ici les résultats de DAI, de Detect It Easy, qui nous dit que le fichier qu'on a soumis, c'est un setup file, en gros, c'est un inno setup, il est extractible. Donc, statiquement, on l'a extrait et on a récupéré l'ensemble des fichiers qui sont présents ici, donc du README, du fichier texte, des DLL, des exés. Et parmi cette liste de fichiers, il y a un fichier qu'on a considéré comme malicious, c'est le ocsetup.dll, donc finalement qui est l'adware OpenCandy. Et donc finalement, si on clique sur ce fichier, on va être capable d'ouvrir un nouvel onglet qui va nous donner les résultats de ce sample. Donc on va pouvoir avoir les résultats de l'analyse statique avec la cartographie comme je l'ai montré tout à l'heure. Et on voit que ce sample match avec deux malwares qui sont plutôt des adwares ici, deux adwares de notre base noire, un pour lequel il match à 100%. Donc, a priori, c'est exactement celui que vous avez soumis, c'est exactement celui qui est présent dans notre base noire. Et peut-être une autre version ici, où on a un peu moins de fonctions qui matchent. Donc peut-être une version ici où on a seulement 13 sites au lieu de 16, comme le fichier que vous avez soumis. Peut-être une version un peu plus light. Et on pourra également générer le graphe 3D et récupérer on va dire, voilà, le graphe 3D avec, ça lag un petit peu, mais voilà, avec les instructions assembleurs, des instructions, ou du moins des suites d'instructions qu'on considère comme malveillantes. Et de plus, on a également une fonctionnalité d'export en PDF avec un rapport détaillé de ce qu'on a vu, de ce qu'on a fait pour être distribué, on va dire, en interne, par exemple, dans une entreprise. Voilà, je pense que c'est tout pour moi. En tout cas, j'espère que c'était suffisamment clair pour tout le monde. Merci beaucoup. Voilà. Merci Sylvain. N'hésitez pas. On va Merci à couper. vous.